Bonjour, mesdames, messieurs. Sur TVC9 et TVC Miss, voici l'essentiel de l'actualité. D'abord, les policiers de la Sûreté du Québec de la région qui ont été très actifs dans les derniers jours dans la lutte aux stupéfiants. Je vous parle de l'essentiel. Plusieurs perquisitions et arrestations ont eu lieu mercredi et jeudi dernier sur le territoire. Jeudi, les enquêteurs de la SQ, avec la participation de l'Ontario Provincial Police, l'OPP, et du service de police de Québec, ont perquisitionné deux résidences de Winaway, en plus d'arrêter deux individus. Les policiers ont saisi environ 30 grammes de fentanyl, appelé du purple, aussi plus de grammes... beaucoup de cannabis en vrac et en dérivé, des champignons magiques, des médicaments sous ordonnance et de la cocaïne. Les présumés revendeurs de stupéfiants ont été appréhendés, interrogés puis relâchés. On n'offre pas leur identité puisqu'ils n'ont pas encore comparu. Ils doivent le faire ultérieurement. D'abord, mercredi, le 29 octobre, des perquisitions ont eu lieu à Malartic et à La Sarre. Les policiers qui ont saisi près de 1200 comprimés de méthamphétamine, autour de 30 grammes de cocaïne, du crack et 1000 $ environ des présumés fruits de la criminalité. Ça, c'était la deuxième perquisition. Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle, on vous le rappelle, à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-42-64. Et puis, il y a une Timinoise, une jeune femme de Timmins, qui est recherchée par la police provinciale de l'Ontario. L'OPP souhaite votre assistance pour retrouver Robin, une femme de 39 ans. La dame portée disparue inquiète tant les autorités policières que les membres de sa famille, il va s'en dire. Les policiers demandent aux citoyens résidant dans la région de Timmins et le nord-est ontarien, puis les voisinages, évidemment, dans les autres villes de la frontière, d'être attentifs afin de rapporter tous les renseignements nécessaires pour retracer Robin. Même le moindre indice pourrait aider les enquêteurs. Robin, on vous le rappelle, elle a 39 ans, mesure 5 pieds, 8 pouces, pèse 160 livres, a les cheveux blonds orangés. Toutes les informations conduisant à la jeune femme peuvent être rapportées aux policiers de Timmins ou en composant le 705-264-1201. Des images vous sont divulguées. Observez bien. Témiscamingue Shores, il y a eu saisie sur la route 65Est, c'est de l'autre côté, le 23 octobre, des membres de la police provinciale de l'Ontario, avec l'unité des crimes de rue communautaire, ont mené une enquête sur des activités suspectes de trafic de drogue dans la ville de Cobalt. Vers 15 heures, les agents ont intercepté un véhicule dans un commerce sur la route 65Est à Témiscamingue Shore. À la suite de l'enquête, le conducteur a été arrêté et la fouille du véhicule a permis de trouver une arme de poing calibre 9 mm chargée. Une substance soupçonnée d'être du fentanyl et de la cocaïne ont été perquisitionnées. Aussi, 1300 $ en monnaie canadienne issus d'échanges illégaux. Le conducteur fait face à plusieurs accusations liées au trafic de drogue, à la possession d'une arme à feu et à la possession du produit de la criminalité. Un individu de 24 ans de Toronto est détenu en attendant sa comparution devant la Cour de justice à Haileybury pour une audience de mise en liberté sous caution. La PPO demeure déterminée à assurer la sécurité des collectivités en retirant les drogues illégales et les armes à feu des rues. Si vous avez des renseignements concernant des activités illégales liées aux drogues ou aux armes à feu, vous communiquez avec la police provinciale de l'Ontario de Témiscamingue au 1-888-310-1122 ou faire un signalement anonyme auprès d'Échec au crime au 1-800-222-TIPS ou en ligne à ontariocrimestoppers.ca. Politique, le gouvernement de la CAQ a confirmé son entêtement, disent l'opposition, à ne pas agir pour assurer les Québécois d'un réseau routier sécuritaire et équitable en rejetant du revers de la main une pétition
de 2938 signataires demandant un renforcement des mesures de contrôle pour mettre fin à la présence de camionneurs illégaux. C'est ce qu'a dénoncé le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable, Monsef Deradji, alors que le gouvernement fédéral vient tout juste d'annoncer un investissement de 77 millions de dollars pour combattre l'échappatoire des chauffeurs illégaux. Les élus caquistes ont refusé de se pencher sur le dossier. Mentionnons que mardi dernier à l'Assemblée nationale, c'était le budget. On y reviendra avec d'autres nouvelles. Le député libéral de Nelligan qui en fait son cheval de bataille, la lutte contre les conducteurs illégaux depuis plusieurs mois. Il a déjà déposé 2 pétitions, un projet de loi sur le sujet, en plus d'avoir fait adopter une motion à l'unanimité. On y revient, bien sûr. Parlons de la fermeture de la Horn, surprise au syndicat des travailleurs de la mine Noranda CSN, qui a été surpris de cette nouvelle publiée par l'agence Reuters lundi dernier sur la fermeture de la fonderie Horn. Selon les commentaires de Sean Smith, président du syndicat, c'est pas l'écho que les 400 travailleurs ont eu de la direction locale qui affirme au contraire qu'aucune fermeture n'est prévue. Ils auraient même été informés dans des travaux sérieux qui étaient en cours avec le gouvernement du Québec. Le syndicat et les membres disent souhaiter que ça va permettre d'assurer l'avenir de l'usine en donnant des balises claires à Glencore. Le vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière CSN, Jérémy Temès-Dubé, ajoute souhaiter vivement pouvoir bientôt mettre fin à l'incertitude qui plane constamment sur la fonderie Horn et qui crée un stress inutile pour les travailleuses et les travailleurs. Il demande une prévisibilité. Et justement, le nouveau maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, est d'avis qu'il y a un scénario de fermeture de la fonderie Horn sur la table, mais qu'il ne sera pas appliqué, comme le dit le gouvernement. Selon Le Devoir, le journal Glencore a demandé aux gestionnaires québécois de la fonderie un plan de fermeture au plus tôt la semaine dernière. Ça a pu être avant. Tout cela pour évaluer les coûts d'une cessation totale. Par ailleurs, le premier ministre du Québec et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, à qui nous n'avons plus parlé, demande aux citoyens de ne pas s'en faire. Au bureau de François Legault, on assure que la Horn va rester ouverte. Il déclare, tout comme le ministère de l'Environnement, continuer de suivre la situation de près avec comme objectif de protéger les emplois et la santé des gens de la région. Dans un communiqué transmis par le directeur des relations médias, Fabrice de Dongo, l'entreprise a assuré qu'elle continue à mettre en œuvre son plan de réduction des émissions en faisant progresser les études et les autres travaux. Un peu avant la réaction du premier ministre, Glencore Canada s'était empressé de réfuter l'information d'abord relayée par la presse canadienne et Reuters. Dans un communiqué transmis par son directeur des relations médias, l'entreprise assure qu'elle continue de mettre en œuvre son plan de réduction des émissions en faisant progresser les études et les autres travaux, je vous le rappelle. Maintenant, parlons d'élections municipales. Martin Lefebvre l'a emporté dimanche, le 2 novembre, à l'élection pour la préfecture Haute-Témiscamingue. Le scrutin, qui serait porteur d'enjeux pour l'avenir du territoire, a permis de confirmer la confiance envers l'ex-maire de Ville-Marie, élu avec une majorité écrasante de 91,9 % des voix. Sur les 12 891 électeurs inscrits, 3 922 ont exercé leur droit de vote, un taux de participation quand même faible de 30,4 %. Le taux, bien qu'en deçà des espérances, témoignerait d'un attachement réel à la gouvernance territoriale et à l'importance du rôle de la préfecture dans le développement du Témiscamingue. Avec 3 547 voix, M. Lefebvre a su rallier les électeurs autour d'une vision claire et rassembleuse pour le territoire. Rénal Barry, son opposant, a obtenu 313 voix,
8,1 % des suffrages. La MRC qui exprime sa profonde reconnaissance envers le personnel électoral des municipalités locales qui ont joué un rôle clé dans le bon déroulement du scrutin. Grâce à leur engagement, leur rigueur et leur dévouement, la population témiscamingienne a pu exercer son droit de vote dans un climat de confiance et de respect. Et la vie municipale qui a repris son cours ailleurs lors du scrutin. Rappelons que bien des postes à la mairie se sont conclus dimanche dernier. À Belleterre, Christine Savard a remporté le gain, délogeant le maire sortant Bruno Boyer. Elle a obtenu 74 % des voix, taux de participation de 66 % à Belleterre. Ça démontre, semble-t-il, un fort engagement citoyen. À Fugerville, ça a été extrêmement serré, mais Yvon Racine l'a emporté par seulement 2 voix d'écart face à André Paquel, maire sortant. Le conseil municipal, avant l'élection, M. Racine, qui prend désormais la tête de la municipalité. Le taux de participation s'est établi à près de 47 %. À Kipawa, le maire Norman Young, en poste depuis 2009, conserve son siège avec 54 % des voix devançant Pierre Mercier par une majorité de 19 voix. À Lorrainville, le maire Jean Martineau conserve son poste après une course serrée avec Simon Maillet, qui l'a devancé de 16 voix seulement. Donc, victoire Maillet qui a perdu par 16 voix, désolé. Assemblée générale annuelle du complexe des eaux profondes. Ouais, c'est ce mardi 4 novembre que ça avait lieu. Assemblée générale annuelle des eaux profondes dans la salle du conseil de la MRC de Témiscamingue à Ville-Marie où on était. Et on a fait le point sur la situation du projet pour une nouvelle piscine. Des informations importantes. 3 postes d'administrateurs étaient en élection. Et puis le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est fier d'accueillir Hashmi Ben Dali à titre de coordonnateur de la recherche collégiale pour le CTRI, le Centre technologique des résidus industriels, le centre de recherche du Cégep d'Abitibi-Témiscamingue, détenteur d'un doctorat en génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal. M. Ben Dali possède un parcours remarquable, dit-on, alliant l'expertise académique et l'expérience en recherche appliquée. Avant de joindre au collège régional et à son équipe, il a été professeur et directeur de recherche à l'Université de Sousse, c'est en Tunisie, c'est pas au même endroit. Il a également mené une mission de coopération scientifique internationale visant à renforcer les partenariats entre les universités canadiennes et tunisiennes. À son arrivée, croit-on, son arrivée, dis-je bien, c'est comme un atout précieux pour le développement de la recherche collégiale et le rayonnement du CTRI. Robert Bernard et Pneus GBM, un partenariat pour réchauffer les cœurs, dit-on, avec les températures refroidissantes qui annoncent le retour de l'hiver. Robert Bernard et Pneus GBM, en collaboration avec Nokian Tire, la Maison de la Famille, au Vent du Lac et de la Maison Les 4 Saisons du Témiscamingue, ont annoncé le retour de leur campagne annuelle de dons d'habits de neige. Le groupe qui en est à sa 4e édition en Abitibi au Témiscamingue. Cette année, plus de 2000 habits de neige ont été distribués à travers les marchés d'affaires de Robert Bernard et Pneus GBM, dont 187 directement à Ville-Marie et à la grandeur du Témiscamingue pour aider les enfants à affronter la froide saison avec la chaleur, le confort et la dignité. Avec cette campagne, ils disent offrir bien plus que des habits, mais une bouffée d'air aux familles qui jonglent avec les dépenses hivernales. Ils se disent honorés de pouvoir faire la différence dans la vie de ceux qui en ont le besoin, année après année. À l'occasion du 75e anniversaire de Robert Bernard, la tradition de solidarité se poursuit à travers la campagne de dons d'habits de neige. Initiative lancée en 2018 qui est devenue un rendez-vous annuel pour plusieurs partenaires, dont Nokian Tires et le fabricant de vêtements pour enfants Conifère, grâce au tournoi de golf tenu le 6 septembre et à la grande générosité des participants. Pneus GBM
est fier d'offrir cette année encore des habits de neige à des enfants dans le besoin. Depuis le début de la belle initiative, 9220 habits de neige ont été distribués par Robert Bernard à travers le Québec, chiffre qui s'ajoute aux 2150 vêtements d'hiver déjà remis par Pneus GBM dans la région au fil des ans. D'autres nouvelles sur YouTube, on vous le rappelle, et votre web TV Témis. Parlons consommation, à surveiller bientôt le lait qui va coûter un peu plus cher, du moins les 2 litres en octobre 2025, dis-je bien. La Commission canadienne du lait, la CCL, a procédé à l'examen annuel du prix du lait aux fermes canadiennes. À l'issue de l'examen et des consultations avec les parties prenantes, elle entend mettre en application les changements suivants le 1er février 2026, le résultat de la formule nationale d'établissement des prix, un mécanisme de tarification déterminé par l'industrie qui tient compte des coûts de production des producteurs laitiers et de l'indice des prix à la consommation, qui est de 2,33 %, tandis que l'inflation du Canada est demeurée dans la fourchette cible tout au long de 2024. Les coûts des producteurs ont continué de grimper. Ce sont les coûts associés aux aliments pour le bétail et à la main-d'œuvre qui ont été source de pression financière. La hausse qui reflète une approche équilibrée qui correspond à l'inflation récente et à l'évolution du prix des aliments. Ces deux éléments ayant augmenté de 2,4 % et de 4 % respectivement en septembre dernier, ça devrait aider les producteurs laitiers à gérer les coûts croissants des intrants tout en préservant l'abordabilité et la stabilité de l'offre pour les consommateurs canadiens. Les frais de possession de la Commission du lait augmenteront. Cette dernière perçoit ces frais pour compenser partiellement le coût des programmes d'entreposage. L'effet combiné de la formule nationale et du rajustement des frais de possession donnera lieu à une hausse de 2,4 % du coût du lait. Pour fabriquer des produits laitiers finis, on parle de lait, de la crème, du yogourt, du fromage et du beurre, destinés au secteur du détail et de la restauration. Ça représente un peu plus de 2 cents par litre de lait vendu aux transformateurs. Il est possible de déterminer l'effet net de ces hausses sur le coût final des produits laitiers. C'est impossible pour le moment parce que les prix sont aussi influencés par d'autres facteurs dans la chaîne d'approvisionnement comme les coûts de main-d'œuvre, le transport, la distribution et l'emballage. Donc, on peut dépasser 5 $. Un changement dans le prix qu'obtiennent les producteurs pour leur lait ne se traduit pas nécessairement en un changement équivalent dans le prix payé par les consommateurs. Et parlons maintenant, dans un autre ordre d'idées, du pôle d'économie sociale de l'Abitibi-Témiscamingue qui vous invite à son rendez-vous de l'économie sociale. C'est le 13 novembre, on se rencontre au Petit Théâtre à Rouyn-Noranda. Le dîner est inclus sous le thème de l'innovation sociale. L'événement rassemblera des entreprises d'économie sociale et différents acteurs du milieu sensibles aux enjeux de leur communauté et prêts à travailler pour mettre en place de nouvelles pistes de solutions collectives. Assister à des conférences sur l'innovation sociale, participer à un atelier collaboratif pour construire et co-construire et accélérer des solutions tournées vers l'avenir avec des gens d'ici pour des gens d'ici. Contribuer à mettre en action des solutions pour le développement de l'Abitibi-Témiscamingue parce que l'économie sociale, c'est une économie qui travaille pour nous et par nous. Vous êtes invité à vous joindre aux acteurs engagés et novateurs qui prennent part à ce rendez-vous inspirant. Il y en aura des choses pour l'économie sociale ailleurs aussi dans d'autres rencontres. Bien-être en fête, tiens, c'est se ressourcer et tisser des liens. Le bien-être en fête va avoir lieu samedi, le 8 novembre, au centre Richelieu de Lorrainville. Si ce n'est pas passé, soyez-y. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. L'événement promet une journée inspirante pour se ressourcer, découvrir et connecter avec les gens du milieu. C'est organisé par la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, la CDCT, en collaboration avec le Centre de prévention du suicide du Témiscamingue et l'équipe Saine Habitudes de vie de l'Abitibi-Témiscamingue. Le bien-être en fête s'inscrit dans le cadre de la planification stratégique du Témiscamingue. L'objectif,
est de briser l'isolement, favoriser les rencontres et faire connaître les organismes communautaires qui contribuent à tous les jours au bien-être de la population. La journée remplie de découvertes offre sur place 17 exposants, une douzaine d'ateliers créatifs et interactifs, des activités pour enfants et une ambiance chaleureuse. C'est l'occasion parfaite de découvrir la richesse humaine et communautaire du Témiscamingue. La journée est rendue possible grâce au soutien financier de Desjardins du Témiscamingue, de la CDC témiscamienne et de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi que du député provincial Daniel Bernard et député fédéral Sébastien Lemie et Rani Larivière. L'agente de développement à la CDC du Témiscamingue souligne, et je cite, que le bien-être, en fait, c'est une bouffée d'air frais pour l'esprit et pour le cœur. On veut que les gens repartent inspirés et fiers de leur milieu. On vous invite à aller vivre une journée unique. C'est le 8 novembre de 10 à 16 heures au Centre Richelieu de Lorrainville. C'est gratuit et la bonne humeur est garantie. Mérite sportif, bravo le Tour, oui, les mérites cyclistes québécois 2025 qui récompense le Tour de l'Abitibi-Témiscamingue, le Tour de l'Abitibi, qui est récipiendaire du mérite de l'événement national international sur route et sur piste. Une belle reconnaissance pour tout le travail et la passion investis par notre grande équipe de bénévoles, partenaires et collaborateurs. L'organisation exprime un immense bravo à la Témiscamienne Mélanie Rocher, la présidente du Tour, honorée du mérite bénévole de l'année sur route et piste pour son engagement exceptionnel et sa détermination à faire rayonner le cyclisme en Abitibi et au Témiscamingue et bien au-delà. Merci à la Fédération québécoise des sports cyclistes, la FQSC, pour cette belle reconnaissance. Les images viennent du mérite sportif. On y voit, en démarrant par la gauche, la Témiscamienne Mélanie Rocher, la présidente Myriam Audette, la coordonnatrice c'est Christine Beausoleil, qui est la vice-présidente et directrice générale. Passons du vélo à nos patins. Au hockey, Ville-Marie, qui divise les honneurs, gagne un match puis perd le second dans les 2 rencontres disputées le week-end dernier. Dimanche, en déplacement au Wasaga Beach, où il fait un peu plus frais que lors de nos bronzages des vacances, il y a à peine quelques semaines, l'équipe de Marc-André Caron, qui a perdu 6-1 devant les River Dragons, à l'anglaise. Le seul filet de votre équipe a été l'œuvre de Ludovic Roy, son premier de la saison, bravo Ludo. 2 jours plus tôt, à l'Halloween, les Pirates l'avaient remporté 6-4 à l'Arena Frère Arthur Bergeron. Un gain contre les Riders de Totham, signé Mathis Laverdure. Ça, c'est en français. Il a enfilé 3 buts, dont 2 en avantage numérique assez bon. Dylan Rivière qui a aussi réussi un doublé pendant 2 pénalités aux Riders. Votre équipe régionale qui joue son prochain match contre les Knights de Meaford samedi 20h à domicile. Prenez note que les 4 prochaines rencontres d'ici au 24 novembre seront disputées à Ville-Marie. Et je termine avec le joueur de la semaine, Desjardins, commanditaire, le numéro 25, William Arsenault, qui est le joueur de la dernière semaine. Au-delà de ses statistiques du week-end, 3 passes dans la victoire de vendredi dernier, William se démarque avec son leadership, disent ses entraîneurs, l'éthique de travail et la constance qui font partie de ses habitudes aussi. Selon ses entraîneurs, sa présence se fait sentir depuis son arrivée avec les Pirates. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est déjà complet. Il y a plein d'autres nouvelles à suivre dans les jours qui viennent.